Alors on y va, là vous n'avez rien à écrire, juste à écouter la vidéo. Donc on va voir ensemble quels sont les piliers du CSS dans le sens des notions, une sorte de petite checklist que vous allez avoir tout le temps dans votre tête quand vous allez coder pour essayer de faire le code, le meilleur code possible en fait en CSS. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir trois grands piliers. D'abord un code de qualité. En quoi ça consiste? Ça consiste à un code qui va être facile à comprendre par vous déjà, parce que au bout par exemple de 1 mois, 6 mois, 1 an, vous allez retourner obligatoirement ou pas, mais en tout cas ça va vous arriver de retourner, de remettre votre nez dans votre code, et je peux vous dire que même si c'est vous qui l'avez écrit, et vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi là j'ai codé ça, etc. Donc commentez votre code avec des commentaires, n'hésitez pas, alors pas trop de commentaires non plus, mais vraiment des bons commentaires efficaces à des endroits importants. N'utilisez pas des propriétés qui sont soit obsolètes, soit pas encore totalement acceptées par tous les navigateurs, soit des propriétés qu'on a envie d'utiliser un petit peu pour faire le malin entre guillemets, des trucs un peu trop élaborés, etc. Pensez toujours facile, 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 d'accord? Pas, j'ai pas envie d'épater la galerie, j'ai envie que ça fonctionne et que ce soit simple à comprendre, d'accord? Pour faire gagner du temps à tout le monde. Ensuite, un code propre dans le sens où on peut utiliser des propriétés raccourcies comme background, comme font et comme d'autres existent encore. On va avoir un code qui va être, encore une fois, commenté et segmenté, c'est-à-dire si vous allez avoir plusieurs sections dans un site, vous allez faire les sections les unes à la suite des autres par exemple, et à chaque fois vous allez mettre des commentaires, section 1, nanani, section 2, formulaire, etc., etc. Un code réutilisable, c'est-à-dire que déjà, encore une fois, vous allez bien le comprendre, même si vous revenez dessus après, vous allez dire « Ah oui, donc là j'ai fait ça pour aligner les éléments de cette telle manière, je peux limite copier le code, le coller ailleurs, que ça va fonctionner pareil. » Ok ? Il faut se dire, voilà, est-ce que je peux copier mon code, est-ce qu'il va refonctionner, est-ce que je peux copier un bout de code et il va facilement refonctionner. Si ce n'est pas le cas, si vraiment votre code il a besoin de tout votre usine à gaz pour fonctionner, essayez de faire plus facile, d'accord? Un code vraiment bien segmenté. Ensuite, nommage des classes compréhensibles, ça c'est très très important. Certains nomment leurs classes n'importe comment, on ne comprend plus rien après. Alors ça peut pas être un peu bête, mais nommez vos classes vraiment pour ce qu'elles sont. Vous avez un portfolio de photos, nommez la classe container portfolio photo. Même si la classe est longue, c'est mieux d'avoir une classe longue qui veut vraiment dire quelque chose. Et donc dans le code, ensuite, on va avoir que des raccourcis comme ça, CPP, OII, je sais pas, enfin bref, que des raccourcis, on va plus rien comprendre. Alors que des vrais mots, c'est bien, on s'y retrouve beaucoup plus, d'accord ? Ensuite, une bonne structure HTML, donc là, c'est pas du CSS, mais le CSS est lié obligatoirement à notre HTML. Bien présenter son HTML, tout simplement, bien structuré, bien imbriquer les enfants dans les parents, etc. pour que votre CSS fonctionne bien. Ne pas mettre, par exemple, un élément d'une liste en dehors de la liste, évidemment, ça va moins bien fonctionner. Mais ça, à mon avis, vous êtes d'accord. Allez, donc, second pilier, il faut que ce soit responsive. Alors, si on était il y a 10 ans, 15 ans, ça, le pilier n'existerait quasiment pas. Responsive, c'est quand ça va s'adapter à tous les écrans. Tablette, portable, écran d'ordinateur. Mais donc là, on a 3 grosses catégories, mais toutes ces catégories vont se diviser en les dizaines de milliers de types de portables, par exemple, qu'il existe, de types d'écran d'ordinateur qu'il existe, même si évidemment, il y a des tailles standards, et c'est ça qu'on doit faire, c'est coder pour les tailles les plus standards. On ne va pas coder notre site de 10 000 manières différentes, évidemment. Mais voilà, il faut que ce soit en portable correct, en tablette correct et en écran d'ordinateur correct. En plus, c'est que Google va vous noter très très dur dessus. Si votre site n'est pas responsive en 2020 et plus, alors là c'est terminé, il ne sera jamais en première page, ou alors sauf cas vraiment exceptionnel, mais je ne vous le conseille pas du tout de ne faire un site qui n'est pas responsive. Il faut tester son site sur tous les écrans et voir si ça fonctionne bien. Les média queries, on va voir dans cette formation, on va voir toute une section quasiment que sur les média queries. Ça va justement nous servir à faire du responsive. En fait, on va dire à notre code, tiens, à partir de 800 pixels de large, imaginons donc sur une tablette, eh bien le code va être comme ça. Tu vas avoir le font size qui va faire 20 pixels. Vous voyez, ça va descendre, etc. Et donc ça nous permet de très bien adapter notre code finalement assez facilement. Vous allez voir, les média queries, c'est plutôt cool, même si c'est une partie un peu ingrate à faire parce que quand on a fini notre site, on doit le faire pour les autres écrans. C'est vrai que certains n'aiment pas trop. Voilà, il faut s'y habituer. Les unités de mesure, on ne les a pas encore toutes vues, mais on a déjà vu pourcentage pixels. On va voir tout ce qui est rem, viewport 8 et viewport width que nous avons juste ici. Donc des unités adaptées, encore une fois, les unités peuvent facilement nous faire du responsive, notamment les pourcentages qui sont des unités relatives à la largeur de quelque chose ou à la hauteur, ça va être des unités relatives, alors que pixel va être une unité absolue. Ok, donc unité absolue, 90 pixels va tout le temps faire 90 pixels, alors que 50% par exemple de la taille du navigateur, ce ne sera pas tout le temps pareil. Des images responsives, évidemment, qui vont bien se plier, qui vont bien s'arranger, qui vont bien se réduire quand on va réduire nos écrans.
et qualité adaptée, on va y revenir juste après pour le prochain pilier. Coder son site en desktop first ou mobile first. Alors desktop first, c'est quand on va coder son site en pensant en premier qu'il va y avoir le plus d'utilisateurs sur un ordinateur. Donc il va être adapté à un grand écran de base, il va avoir des animations, etc. par rapport à un grand écran. Et ensuite, on va, à la fin d'avoir codé ce site, eh bien, on va le coder ensuite pour la version mobile. Et voilà, donc en général, on passe le plus de temps en desktop first pour la version ordinateur, puis on va vers la version mobile à la fin pour que ce soit quand même correct en mobile. Et le mobile, c'est exactement l'inverse. C'est, ok, je suis en train de coder un site, une application, etc., qui va être vu en majorité sur des mobiles. Donc, je fais d'abord mon site en mobile avec des petites animations, des petites micro-interactions et tout en mobile. Et ensuite, hop, j'adapte mon site pour le desktop, que même si une personne me visite sur un ordinateur, eh bien, ce sera quand même adapté. Ok, enfin, le texte responsive, hein, évidemment, donc qui va s'adapter, histoire qu'on n'ait pas un texte énorme en portable et qu'on puisse toujours lire correctement le texte qui est à l'écran. Ok, donc ça c'est deuxième pilier. Donc premier pilier, code de qualité avec tout ce qu'on a ici. Deuxième pilier, responsive, c'est devenu vraiment la norme absolue. Et enfin, les performances. La performance, donc, essayez d'avoir des fichiers légers. Ne me produisez pas des énormes pâtés de code où finalement la moitié ne va pas être utilisée. Je vous montrerai un outil vers la fin qui va vous montrer ce qui est utilisé ou pas dans votre code CSS. C'est assez intéressant de regarder tout le temps ça à la fin. Parce que quand on code, et notamment quand on est débutant, on code, on trouve des petits bouts de code sur internet et tout, on les copie, on les colle, mais on ne sait pas un peu ce qui est vraiment utilisé ou pas. Et à la fin, on a peut-être 30, 40, 50% qui finalement ne servent à rien, et donc ça va juste alourdir vos fichiers. Optimiser ces images, ça c'est très important. En fait, c'est le numéro 1 niveau performance de ce qui va vous faire perdre en performance, ce sont les images. C'est ce qui pèse le plus lourd dans des sites en fait, d'accord? Et donc on va pouvoir les optimiser, notamment, il y a des petites techniques qui sont sorties, donc je vous montrerai à la section responsive notamment, pour adapter, c'est-à-dire on va montrer quand on sera en mode desktop, donc en mode grand écran, une image de haute qualité, et dès qu'on passe en mobile, eh bien en mobile, on le détecte, et on mettra une image en plus petite qualité, et donc on verra pas la perte de qualité vu qu'on sera sur mobile et que l'image sera beaucoup plus petite. Et donc ça va nous faire gagner de précieuses secondes en performance. Compresser son code, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous avez un code CSS comme on codait jusqu'à présent. Le compresser, ça va enlever tous les espaces entre. Ça va créer soit une grande ligne, soit plusieurs lignes, où le tout va être collé en fait. Alors pour un œil humain, c'est très dur de le lire, mais pour un ordinateur, il va comprendre comme si nous on codait avec des espaces entre. Sauf que ça va être compressé, ça va prendre évidemment moins de place. Compresser les images, dont je vous l'ai un peu dit précédemment. Ah non, compresser, non, c'est pas ce que je vous ai dit précédemment. Souvent, les images vont être trop haute qualité par rapport là où on a envie de les intégrer. Imaginons, on a envie de mettre une petite image derrière notre performance ici. Eh bien, elle va pas être très grande l'image, donc on n'a pas besoin de prendre une image 1920 par 1080 par exemple. D'accord, on peut prendre une image juste de 500 par 200 et ça va être très correct. Donc compresser ces images suivant les tailles qu'on a envie de mettre, les tailles d'image. Utiliser un préprocesseur CSS, on verra ça dans la section SAS SCSS. Un préprocesseur, c'est une sorte de CSS boosté aux hormones, si vous voulez, qui va nous proposer des fonctionnalités. On va pouvoir même utiliser des fonctions, on va utiliser des bouts de code réutilisables, on va utiliser des boucles for même en CSS, vous verrez. Donc ça permet de gagner du temps et également de réduire ses fichiers. La compatibilité, alors j'ai bien écrit, oui, compatible cross browsers, ça veut dire ça va être compatible sur tous les navigateurs. Alors ça, heureusement, c'est de mieux en mieux, c'est-à-dire il y a de moins en moins de différence entre les navigateurs, mais quand même il reste des différences assez notables où quand vous allez tester votre site sur Chrome puis après sur Firefox par exemple, va y avoir des choses qui vont changer, hein, tout simplement de dimension, de taille, etc. Donc voilà, il faut que ce soit compatible sur tous les navigateurs. Donc notamment, on va pouvoir détecter si on est sur Firefox, si on est sur Opera, etc. Et changer certaines petites propriétés qui sont spécifiques au navigateur. Voilà pour les 3 piliers. Donc il faut tout le temps avoir en tête de la performance, penser à faire du responsive. Donc ça, en général, on le pense à la fin, le responsive, mais quand même, quand vous allez créer un site ou intégrer une maquette, etc., ayez-le toujours en tête. Hein. Ne pensez pas qu'à ça à la fin. Au début, il faut quand même un cadre. Vous vous dites, ok, je vais pouvoir facilement faire du responsive avec ça. Et du coup, en général, c'est vers la fin du site, quand on a fini d'abord de le coder, on fait le responsive et un code de qualité. Code de qualité, responsive, performance, et c'est bon, vous êtes bon. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.